Comme tous les week-ends, un petit groupe de touristes s'est donné rendez-vous en périphérie de la ville. À la tête de l'expédition, Jesse Welter, un photographe de Détroit, reconverti en guide touristique. Ce matin, au programme, ni musée ni monument, c'est une autre facette de sa ville qu'il souhaite montrer à ses visiteurs. L'accès se fait par l'arrière. Premier arrêt, cette petite église baptiste dans laquelle ils vont discrètement se faufiler grâce à une porte dérobée à l'arrière du jardin. Attention aux araignées. Et regardez bien où vous mettez les pieds. L'édifice religieux est comme figé dans le temps. Ce tourisme pourrait paraître un peu voyeuriste, mais il fascine. Jesse entraîne ici des dizaines de visiteurs par mois. Quand vous laissez le bâtiment sans surveillance, c'est à ce moment-là que les vandales arrivent et ils détruisent tout. Des endroits comme celui-ci, il y en a des centaines à Détroit depuis que la crise a frappé la ville. Des établissements scolaires désertés par les écoliers, des bibliothèques où les livres sont restés ouverts, ou encore des usines automobiles qui trônent impressionnantes dans des zones industrielles laissées à l'abandon. Cet entrepôt accueille souvent les visiteurs, d'éventuels acquéreurs, car le bâtiment est à vendre pour 300 000 $. C'est le cas de presque toutes les ruines de Détroit. C'est comme un décor de film d'horreur. Ce sont pourtant ces mêmes usines qui ont fait l'âge d'or de la ville au début du XXe siècle, lorsque Détroit était le fleuron de l'industrie automobile et s'exportait dans le monde entier. L'industrie automobile a fait de Détroit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la crise économique et le chômage qui ont frappé la ville dans les années 60 ont entraîné une crise sociale sans précédent et les émeutes raciales les plus terribles de toute l'histoire des États-Unis. Détroit ressemble à une ville fantôme. Les habitants, blancs ou noirs, restent chez eux. Ils ont peur. Des années de violence qui ont laissé Détroit meurtri et que la crise des crédits immobiliers en 2007 a précipité dans la faillite. Mais depuis quelques années maintenant, la capitale du Michigan a entamé sa renaissance. Les ruines côtoient aujourd'hui les buildings flambant neufs du centre-ville. Chaque mois, des centaines de jeunes entrepreneurs emménagent ici, attirés par l'énergie et l'effervescence de la ville. Les artistes aussi s'y pressent de plus en plus nombreux. I love you, Detroit. Après des années de chaos, l'ex-Motor City entend bien se relever et incarner le renouveau américain. Derrière la façade de cet immeuble fatigué se cache en fait un loft cosy, celui de Geoff George. Dans ce quartier, il y avait, je ne sais pas, 50, 60 ou 80 maisons. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'une ou deux. Et encore, celle-ci est en ruine. Mais ça redevient un bon quartier aujourd'hui. Allez, c'est parti. Détroit comptait 2,5 millions d'habitants il y a 50 ans. Ils sont aujourd'hui 700 000 à peine. Ce jeune réalisateur de cinéma fait partie de ceux qui sont restés. Il a toujours vécu ici. Ce matin, il a rendez-vous sur le tournage d'un film dans un lieu étonnant, très célèbre à Détroit, le Masonic Temple. C'est le plus grand temple maçonnique au monde. Il serait facile de se perdre dans les dédales de couloirs, mais Geoff connaît bien les lieux. Il assiste souvent les autres réalisateurs qui souhaitent tourner ici. C'est ce qu'il a fait avec Ryan Gosling il y a 2 ans pour son film Lost River. C'est là qu'on a créé le nightclub de Lost River. Là où Eva Mendes danse sur scène. On avait construit une sorte de podium et c'est là qu'on a tourné toutes les scènes un peu gore.
avec le faux sang. On avait mis quelques tables, ici et là. Inclinez-vous devant les dieux du corps. Ryan a été fasciné par les gens et la ville. Et même si l'histoire de son film ne se passe pas vraiment à Détroit, il a voulu utiliser cet environnement, celui d'une ville quelconque américaine qui a vécu une terrible tragédie urbaine. C'est aussi ce que recherchait l'équipe avec laquelle il travaille ce jour-là. Pour cette scène, censée se dérouler dans une prison, ils ont opté pour le décor de cette grande piscine désaffectée. Geoff, ça se passe comment pour la fumée? Tu en veux pour cette scène? Parce que je suis en train de changer le cadre pour qu'on soit un peu plus proche des acteurs. Le film est une adaptation d'un recueil d'Ovide, poète de la Rome antique. Pour la réalisatrice, le choix de Détroit était une évidence. Détroit était le centre de l'empire industriel américain. Et la ville a connu les mêmes cycles que ceux que Rome a connus il y a plusieurs siècles de ça. Des décors surréalistes et des coûts de production beaucoup moins chers qu'à New York ou à Los Angeles. Pas étonnant que les réalisateurs se pressent à Détroit. De son côté, la ville y trouve elle aussi des avantages. L'impact de ces films est énorme. Ça suscite de l'excitation et c'est une bonne image pour la région. Quand vous voyez votre ville représentée sur grand écran, c'est comme une superbe campagne de publicité. Une publicité mondiale en or, même si parfois la ville n'est pas vraiment reconnaissable. Comme ici, dans le blockbuster aux milliards de dollars de recettes Transformers 4, où les producteurs se sont servis de Détroit pour reconstituer un quartier de Hong Kong. La ferraille qui défouraille. Mais le plus beau coup marketing reste ce tournage il y a 1 an et demi pour l'un des films les plus attendus de 2016, Batman contre Superman, dans lequel Détroit a pris les traits de la célèbre cité de Gotham. De quoi redorer l'image de la ville et prouver que les années noires sont bel et bien derrière elle. C'est d'ailleurs la mission que se sont donnée au quotidien les habitants de Détroit. Je peux essayer d'enlever ce bout-là? Ou je le laisse? Oui, je le laisse, allez. Philippe Coulet a grandi à la campagne, au nord de Détroit. Il y a quelques mois, il s'est offert sa première maison en ville, et pas n'importe laquelle, une caserne de pompiers, dans laquelle il compte bientôt emménager avec son épouse. Allez, que la magie opère. Tu veux des lunettes de protection? Ancien mannequin, restaurateur, chef d'entreprise, Philippe aurait pu s'installer partout aux États-Unis, mais il a choisi Détroit il y a 13 ans, alors que la ville était encore en pleine crise. Je suis venu ici parce que c'était le seul endroit où je pouvais investir, mais surtout parce que je pensais que les peurs des gens n'étaient pas fondées. J'ai cherché dans d'autres quartiers qui n'étaient pas aussi tranquilles que celui-là, à Chicago notamment, et c'était beaucoup plus cher. Philippe a eu le nez creux. Le quartier dans lequel il a choisi de vivre, Corktown, l'un des plus vieux de la ville, est l'un des plus prisés aujourd'hui. Des façades en briques colorées, des restaurants bio et même quelques jeunes branchés qui se baladent à vélo, c'est une des facettes de Détroit qu'on ne soupçonnait pas. C'est ici que Philippe a investi ses premiers dollars dans ce restaurant. Il fait partie de ceux qui ont fait de Corktown le nouveau quartier à la mode. Ce n'est pas toujours facile de se construire une vie ici, mais vous pouvez vous asseoir dans un coin et vous plaindre, ou vous pouvez créer votre propre chance et faire de votre mieux. C'est ce que j'aime avec Pony Ride. On y arrive d'ailleurs. On va jeter un œil. Pony Ride, le deuxième investissement de Philippe, une ancienne imprimerie abandonnée qu'il a rachetée pour 30 000 $ seulement. Après l'avoir entièrement rénovée, il y loue aujourd'hui des bureaux à de jeunes entrepreneurs venus des 4 coins des États-Unis. Son imprimerie s'est transformée en gigantesque laboratoire de start-up. Ici, des designers côtoient des artistes peintres. Au sous-sol, des poilus fabriquent des centaines de baumes pour la barbe, tandis qu'à l'étage, des couturières assemblent des manteaux qui se transforment en sacs de couchage pour les sans-abri. Elles en ont fabriqué plus de 4000 l'année dernière.
Des femmes, toutes originaires de Détroit, qui n'avaient ni emploi ni maison il y a encore quelques années. C'était l'un des buts majeurs de Philippe lorsqu'il a créé Pony Ride, permettre aux habitants de Détroit de se reconstruire et attirer en ville des centaines de jeunes créatifs. Smith Shop est merveilleux. Tous soigneusement choisis. Au début, les gens venaient et demandaient si on avait de la place. Maintenant, on a un comité. Pour nous, c'est une façon de nous ancrer dans la communauté, de s'assurer qu'on choisit des gens différents, avec des profils et des parcours diversifiés, pour que l'on ne perde pas de vue notre mission. Et à Détroit, tous semblent partager cette même vision. Direction Cass Corridor, près du centre-ville, autrefois l'un des quartiers les plus pauvres de Détroit. Ces 5 dernières années, les food trucks et les boutiques branchées s'y sont multipliées. C'est ici que se trouve l'Argonaut, un immeuble mythique, l'ancien laboratoire de la General Motors. On imaginait ici le design des avions de chasse ou encore celui de la légendaire Corvette dans les années 50. Aujourd'hui, le building abrite les locaux de Shinola, l'une des entreprises les plus en vogue de la ville, créée il y a 4 ans à peine. On va faire passer les pubs dans Esquire, GQ, Vanity Fair. J'adore celle-ci. La question n'est pas pourquoi on ouvre une horlogerie à Détroit, mais plutôt pourquoi on en ouvrirait ailleurs. C'est définitivement notre slogan. S'il possède aujourd'hui une dizaine de boutiques à travers les États-Unis, c'est à Détroit que tout a commencé. Un ADN qu'ils brandissent comme un étendard. C'est notre principal argument commercial. On ne vend pas juste des montres ou des sacs, il y a une histoire derrière. Et peu importe que vous soyez de Détroit ou non, c'est quelque chose que vous pouvez sentir. Du pur Made in Détroit qu'ils ont transformé en marque. Dans leur manufacture, tous les employés sont de la région. Pour beaucoup d'anciens ouvriers de l'industrie automobile reconvertis et formés à l'horlogerie par des spécialistes venus de Suisse. Il y a 4 ans, ils étaient une douzaine. Aujourd'hui, ils sont 200. Leurs produits s'exportent dans le monde entier et séduisent aussi bien les jeunes que les collectionneurs, à l'image de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Bonjour. Parmi les émissaires glamour de la marque, il y a aussi Caroline Murphy, une célèbre mannequin américaine. L'année dernière, ils l'ont choisie pour incarner leur nouvelle campagne. Un shooting signé Bruce Weber, la star des photographes de mode. Celui qui avait déjà immortalisé Kate Moss en 2007 dans les rues de Détroit. Bruce voulait quelqu'un qui pouvait représenter l'Amérique. Une blonde, aux yeux bleus, mais avec aussi, je l'espère, quelque chose d'un peu plus profond. Le premier jour du shooting, j'étais la plus excitée de tous. J'ai eu une réaction viscérale à être là, à Détroit, avec tous ces gens. Depuis, elle supervise le design des collections de montres pour femmes. Et ce modèle-là, c'est lequel? C'est le chronographe Roméo. Sa façon à elle de militer pour la renaissance de la ville. Vous savez, quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. Et pour les gens, acheter une montre, c'est avoir l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Et elle n'est pas la seule personnalité à s'engager publiquement pour Détroit. Le rappeur Eminem ne manque jamais une occasion de rappeler le glorieux passé de la ville dont il est originaire, comme dans cette publicité pour une marque de voiture. This is the Motor City. And this is what we do. Et en juin dernier, pour l'inauguration de sa ligne aérienne Londres-Détroit, c'est le milliardaire Richard Branson qui arborait fièrement un t-shirt au message fort « Détroit se bat plus dur ». Des slogans presque guerriers qu'on peut lire partout en ville. Rien ne peut arrêter Détroit. Détroit contre le monde entier. La ville est devenue un terrain d'expression géant pour les artistes et les graffeurs. Parmi les œuvres les plus impressionnantes, cette fresque peinte sur la façade d'un building en plein centre-ville, signée Shepard Fairey, l'artiste star à qui l'on doit le fameux poster pour la campagne de Barack Obama, ou encore cette sphère installée le mois dernier en haut de la Tour Eiffel. Pour réaliser la plus grande œuvre de sa carrière, il a choisi les murs de Détroit. La première fois que j'ai vu mon mur, c'était en photo. Et déjà, ça avait l'air immense.
Mais quand je suis arrivé ici à Détroit et que je me suis retrouvé au pied de cet immeuble, je me suis dit waouh, c'est énorme. Des allées qui prennent des allures de galeries d'art à ciel ouvert, des parkings aux murs recouverts de fresques. À Détroit, tous sont convaincus que la renaissance de la ville passera aussi par l'art et la culture. Dans ce quartier, qui porte encore les stigmates de la crise, les artistes ont redonné un peu de peps et de couleur aux maisons et aux jardins. C'est dingue. Derrière ces allures de décharge publique, ce projet artistique attire chaque année plus de 300 000 touristes. D'autres ont trouvé une nouvelle utilité plus surprenante encore à tous ces terrains laissés en friche. Des fermes se sont mises à pousser en plein centre-ville. De drôles de jardins dont s'occupent des centaines de bénévoles, des étudiants pour la plupart. Il faut essayer de les déterrer tout en faisant très attention, en les prenant bien avec les racines, parce qu'ils sont très fragiles. Il ne faudrait pas les abîmer. Tiens, prends mon couteau. Toi aussi, tu as besoin d'outils? De jeunes apprentis fermiers qui permettent aux voisins du quartier sans ressources d'avoir enfin accès à une nourriture équilibrée et à moindre frais. Vous n'êtes même pas obligé de donner de l'argent. Donc pour les gens qui n'en ont pas les moyens, c'est la chance d'avoir accès à de bons légumes sans produits chimiques. Je suis vraiment excitée par tout ce qui se passe en ce moment, par l'énergie qui se dégage de la ville. Et je vois de plus en plus de jeunes s'installer ici. Et ça, c'est vraiment super. En tout, plus de 1000 potagers auraient fait leur apparition ces dernières années, fournissant 15% de la nourriture consommée à Détroit. La ville serait en passe de devenir un modèle d'écologie, comble de l'ironie pour l'ex-Motor City, et la preuve que Détroit n'en est qu'aux prémices de sa résurrection.